Bonjour, moi c'est Mariam. Je suis en deuxième année de thèse ici à l'Université Grenoble-Alpes dans le laboratoire de psychologie et de neurocognition. Et je m'intéresse dans le cadre de ma thèse à l'interaction entre les systèmes sensorimoteurs et le système du langage. En particulier pour voir comment est-ce qu'on peut exploiter cette interaction entre les deux pour concevoir des protocoles d'amélioration ou de rééducation du langage. Aujourd'hui, je vous présente surtout les données exploratoires et préliminaires d'une étude comportementale. Alors, il y a des théories de la cognition qui sont dites incarnées, qui sont toutes plus ou moins d'accord sur le fait qu'il y a une existence d'une interaction à double sens entre les systèmes cognitifs et les systèmes sensorimoteurs. Après, chacune de ces théories a ses propres spécifications sur les mécanismes de cette interaction, mais elles sont toutes plus ou moins d'accord sur cette interaction entre les deux systèmes. Malgré qu'il y ait plein d'études en neuroimagerie qui viennent un peu soutenir ces théories, aujourd'hui je me concentre sur les études comportementales qui montrent que l'expérience motrice permet de modifier la compréhension des mots d'action, surtout les verbes d'action, mais aussi des mots liés par exemple à des outils. Que ce soit à travers, par exemple, l'expertise motrice. Si on est un joueur professionnel d'un sport en particulier, ça modifie, pas nécessairement améliore, le traitement du champ lexical qui est en lien avec cette activité sportive. Pareil, si on est juste un fan d'un sport sans vraiment être joueur à ce sport. Et je choisis aussi d'évoquer une étude d'immobilisation temporaire du membre supérieur du coude du bras qui avec les participants qui, suite à cette immobilisation temporaire, ils ont vu leur traitement des verbes de la main, du bras, se modifier aussi. Et cela, c'était juste après une immobilisation temporaire. Inspiré par cette littérature qui illustre que la sensorimotricité ou l'expérience motrice permet de modifier le langage, on avait conçu une étude précédente dans laquelle nous nous sommes intéressés à l'effet que peut avoir l'entraînement moteur sur la compréhension du langage. Et dans cette étude-là, on avait choisi l'entraînement moteur de l'imagerie motrice kinesthésique, qui est la simulation mentale d'une action, sans exécution concomitante de mouvements en parallèle. Et pour la modalité kinesthésique, elle implique une concentration sur les sensations kinesthésiques ou physiques qui sont procurées par cette imagerie. Dans cette étude préliminaire, qui du coup a lancé le reste de ma thèse, on avait comparé un entraînement à l'imagerie motrice kinesthésique et comparé un entraînement à l'imagerie motrice kinesthésique à un entraînement contrôle à l'imagerie visuelle statique, et on avait comparé la performance de nos participants en termes de temps de réponse, du coup facilitation d'accès au langage, dans une tâche de catégorisation sémantique dans laquelle on demande aux participants de classifier des verbes présentés à l'écran en infinitif, soit en verbe d'action, soit en verbe abstrait. Et c'est une tâche qui implique l'accès au sens de ces verbes-là. Et on avait trouvé que comparé à notre entraînement contrôle à l'imagerie visuelle, l'entraînement à l'imagerie motrice permet d'améliorer le traitement des verbes abstraits et des verbes d'action dans un groupe de participants contrôle. Du coup, c'était des étudiants. Cependant, dans cette grande littérature qui évoque l'interaction entre le système moteur et la cognition, on trouve qu'il y a divers entraînements moteurs qui semblent avoir un effet sur la cognition. L'exécution d'actions, par exemple, on trouve des études qui montrent que les entraînements manuels de courte durée à une activité manuelle nouvelle permettent aussi de faciliter l'accès aux verbes sémantiquement reliés à cette nouvelle activité entraînée. Et qu'un protocole d'exécution. J'évoque aussi une étude qui a montré qu'un protocole d'exécution d'action, du coup un protocole avec des activités motrices, permet de faciliter la compréhension de narration, pas que de verbes ou de mots, de narration chez des enfants avec dyslexie.
Dans le cas de l'observation d'action, qui est un processus moteur, mais quand même c'est une forme de simulation motrice, elle est employée déjà dans des protocoles de rééducation du langage chez des participants post-AVC, aphasiques et post-AVC. Et il y a aussi des protocoles assez récents basés sur l'observation d'action qui montrent des résultats préliminaires en termes d'amélioration des fonctions cognitives chez les personnes âgées. L'imagerie motrice, en plus de ce que je viens d'évoquer avec notre étude et l'accès au sens de mots, du coup l'accès sémantique, il y a aussi certaines études qui montrent par exemple que l'entraînement à l'imagerie motrice ou les stratégies de mémoire qui sont dites incarnées permet d'améliorer les performances dans des tâches de mémoire. Alors, vu qu'il n'y a pour l'instant pas d'études qui examinent directement l'effet de ces processus moteurs sur la cognition en général, mais dans le cas de ma thèse sur le langage, on a décidé de concevoir cette étude avec les 3 protocoles moteurs, l'exécution motrice et les 2 formes de simulation motrice, l'observation d'action et l'imagerie kinesthésique, sur le traitement du langage, sur une tâche qui implique l'accès sémantique aussi. Ces processus moteurs-là, ils ont chacun des corrélats neuronaux semblables mais différents, et au niveau de l'apprentissage moteur ou la pratique sportive, chacun de ces entraînements a des apports semblables aussi mais différents au niveau de l'apprentissage moteur. Il y a plein d'études sur ça, sur quelles sont les meilleures stratégies pour l'apprentissage moteur ou les combinaisons de, par exemple, observation d'action et imagerie kinesthésique, mais il n'y en a pas qui étudient l'effet de ces processus moteurs, qui comparent l'effet de ces processus moteurs sur le langage. On a choisi un groupe de contrôle actif, un entraînement de jugement de luminosité que je vais expliquer dans la slide suivante. C'est un entraînement qui... ce n'était pas vraiment un entraînement, mais c'était un protocole qui avait le but de montrer aux participants de ce groupe contrôle, de les exposer au même matériel expérimental que les autres groupes, mais sans que ça soit une tâche motrice. L'hypothèse, elle était assez floue, vu que il n'y a pas d'études précédentes qui ont comparé ça, mais au moins on s'attendait à ce que les entraînements moteurs soient plus rapides que le groupe contrôle, puisque c'est un groupe contrôle. Et on s'attendait aussi à ce que plus le système moteur est sollicité selon le type d'entraînement moteur, plus on devrait avoir un avantage au niveau du traitement des mots d'action plutôt que les verbes abstraits, puisque si on parle en termes de théorie de cognition incarnée, les entraînements moteurs vont préactiver ou activer le système moteur qui, selon ces théories-là, loge un peu la représentation des concepts d'action. Du coup, en ce qui concerne le petit schéma là en bas, normalement c'est l'exécution d'action qui recrute le système moteur le plus, suivi par l'imagerie motrice kinesthésique, suivi par l'observation d'action et enfin le groupe contrôle, le jugement de luminosité. Alors, pour le protocole, je vais essayer d'expliquer assez clairement sans aller trop dans les détails parce que c'est long. Dans un premier protocole d'exécution d'action, dans le groupe des participants qui ont été entraînés à l'exécution d'action, ils voyaient 2 vidéos, une vidéo du verbe lancer, une vidéo qui illustre le verbe lancer, du coup le geste de lancer, et une vidéo qui illustre le verbe d'écrire. Et puis, on leur a indiqué d'exécuter cette action 5 fois le verbe lancer, suivi par 5 fois le verbe écrire. Du coup, les participants de ce groupe voyaient la vidéo du geste une seule fois. C'était pour ne pas exposer les participants au verbe lancer ni au verbe écrire, mais aussi pour que tous les participants exécutent la même façon de lancer, par exemple. Dans l'imagerie motrice kinesthésique, aussi pour qu'ils s'imaginent tous le même geste, et on leur présentait les vidéos de chaque mouvement une fois. On leur demandait de fermer les yeux puis de s'imaginer en première personne en train d'exécuter
Pardon. Du coup, ils voyaient les vidéos une fois et puis c'était une image tirée de cette vidéo qui leur indiquait d'imaginer le mouvement, par exemple le mouvement de lancer ou le mouvement écrire. On leur laissait assez de temps qu'ils voulaient pour qu'ils s'imaginent et on leur demandait d'évaluer l'intensité de leur imagination. Pour l'observation d'action, c'était des vidéos et on leur demandait aussi d'évaluer la fluidité du mouvement. Enfin, il n'y avait pas vraiment un but pour cette question, c'était juste pour avoir une évaluation dans chacun des entraînements. Et dans le groupe de jugement de luminosité, les participants ne voyaient pas les vidéos, du coup pas d'effet d'observation d'action, pour ne pas avoir d'effet d'observation d'action, surtout qu'on n'a pas besoin que les participants voient les mouvements. Et on leur présentait 2 photos, une photo originale et une photo avec le niveau de luminosité qui avait changé. Et ils devaient évaluer à chaque fois la photo présentée à droite, évaluer à quel point la luminosité avait changé. Il y avait 20 participants par groupe, encore une fois des participants sans contrôle des étudiants. Alors pour récapituler, tous les participants étaient exposés à lancer et à écrire. Il y avait le même nombre d'essais, la même durée en temps pour chaque entraînement, malgré que dans le groupe d'imagerie motrice kinesthésique, les participants avaient le choix d'imaginer aussi longtemps qu'ils veulent. Tous les participants devaient évaluer quelque chose sur une échelle allant de 0 à 5 et seul le groupe de jugement de luminosité n'a pas été exposé aux vidéos. Pour le protocole, du coup, les participants étaient répartis aléatoirement dans un de nos 4 groupes d'entraînement. Puis, ils faisaient juste après une tâche de catégorisation sémantique dans laquelle un verbe est présenté en forme infinitive à l'écran pendant 500 millisecondes. Et ils devaient catégoriser ces verbes en verbes d'action ou verbes abstraits. Pour un peu évaluer l'effet ou la durée de l'effet de chaque entraînement moteur, on avait inclus une petite pause, suivie par encore une fois exactement la même tâche de catégorisation sémantique. Alors, pour les résultats, je ne vais pas évoquer l'effet de la session pour aujourd'hui, mais on pourra en discuter un tout petit peu lors des questions. Et je commence par l'effet le plus intéressant, celui du groupe, malgré que cet effet est sorti non significatif. Par contre, il est sorti non significatif avec une taille d'échantillon qui est incomplète. En vrai, on n'a pas eu le temps d'achever cette étude-là. Mais on peut quand même évoquer un tout petit peu les tendances qu'on voit. Après, il y a le groupe IMK qui est relativement plus rapide que les autres. Et les autres groupes qui sont plus ou moins comparables au groupe contrôle. Du coup, le groupe de jugement de luminosité. Il y a un effet qui est quand même significatif, c'était celui de l'interaction entre le groupe et la catégorie de verbes, en sachant que l'effet principal de catégorie des verbes était significatif aussi. Alors, en parlant pour expliquer cet effet de catégorie des verbes, c'est du coup très clairement la différence entre temps de réaction pour abstrait versus action. Mais dans la littérature, on l'appelle aussi effet de concrétude. Du coup, dans la littérature, on voit souvent que, en général, les verbes d'action sont traités plus facilement et plus rapidement que les verbes abstraits. Il y a plusieurs explications pour cet effet-là, notamment plein d'explications en termes de cognition incarnée. On voit qu'il y a bien des différences au niveau que cet effet-là varie en fonction des groupes, en sachant qu'il était le plus grand pour le groupe d'exécution d'action et le plus petit pour le groupe de jugement de luminosité. Pardon. Du coup, pour cet effet de concrétude, l'écart entre les temps de réponse pour les verbes abstraits versus concrets, normalement, on s'attend à ce qu'il devienne plus important, du coup, à ce que l'écart grandisse. Après des entraînements de nature motrice, parce que ces entraînements-là, ils préactivent
il préactive le cortex moteur. Du coup, encore une fois, si on veut parler en termes de théorie incarnée de la cognition, c'est parce que ces réseaux-là, ces réseaux sensorimoteurs sous-tendent aussi les concepts d'action. Ce qui est intéressant dans ces résultats préliminaires quand même là, c'est que il était assez petit pour l'entraînement à l'imagerie motrice kinesthésique. On peut du coup interpréter ça de deux manières différentes. Soit l'entraînement à l'imagerie motrice kinesthésique comparé aux autres groupes permet de faciliter l'accès aux verbes d'action aussi que pour les verbes permet de faciliter l'accès aux verbes abstraits comme pour les verbes d'action, ce qui est un résultat qu'on avait trouvé dans nos études précédentes, ou qu'il n'était pas efficace, mais quand même c'était le groupe relativement le plus rapide. Et pareil pour le groupe d'observation d'action qui, on dirait que les participants de ce groupe-là n'ont profité de leur entraînement que pour le traitement des verbes d'action si on le compare au groupe contrôle, du coup le groupe de jugement de luminosité et au groupe d'imagerie motrice. Alors, il n'y a pas d'effet principal de groupe pour l'instant, mais le groupe IMK semble être le plus efficace avec beaucoup de différences, pas beaucoup, mais avec des différences de pattern, surtout au niveau de l'effet de concrétude. Encore une fois, c'est l'écart entre les temps de réponse pour les verbes abstraits et les verbes d'action. Cela peut être expliqué par des différences au niveau de l'activité corticale qui est induite par chacun de ces entraînements moteurs. Ainsi que la différence au niveau de la durée de l'effet de chaque entraînement. Je parle de l'effet de la durée de chaque entraînement puisque les données que j'ai présentées sont les données moyennées des deux sessions. Du coup, la session... les performances sur la tâche de catégorisation sémantique avant la pause et les performances sur la tâche de catégorisation après la pause. En effet, pour la différence au niveau de l'activité corticale, on sait très bien que l'imagerie motrice et l'observation d'action recrutent tous les deux des réseaux qui sont somatotopiques et spécifiques aux effecteurs, mais on sait aussi que l'imagerie motrice en particulier, comparée à l'observation d'action et à l'exécution d'action, recrute aussi plein de zones cérébrales qui sont impliquées aussi dans le langage et des zones cérébrales qui sont impliquées aussi dans la cognition. Par contre, ces études en neuroimagerie-là, déjà, elles commencent à dater et les nouvelles études et les méta-analyses récentes, elles sont pas d'accord sur les zones recrutées par l'imagerie motrice et l'observation d'action. Bien sûr, beaucoup moins discuté en termes d'exécution d'action. On note aussi que le groupe d'exécution d'action, en moyenne, était le plus semblable au groupe contrôle de jugement de luminosité. On se demande si ce n'est pas un effet d'interférence au niveau de l'effecteur qui était entraîné. Dans ce cas-là, c'était le bras et la main, comparé à l'effecteur désigné par le verbe. Alors, il est dur d'interpréter ça parce qu'il y a des études qui montrent que quand on active la zone cérébrale qui sous-tend un effecteur, dans ce cas-là la main, on facilite davantage le traitement des verbes ou des concepts qui sont associés à cet effecteur, et d'autres études qui montrent que quand on active une zone, ça crée une sorte de compétition pour des ressources cognitives, ce qui peut interférer avec les traitements des concepts qui sont sémantiquement reliés à cet effecteur. Mais je me doute de l'effet d'interférence dans ce cas-là, puisqu'on avait vu que l'effet de concrétude, alors l'écart entre abstrait et action, était le plus grand pour l'exécution d'action, en sachant que les verbes contenaient en partie les verbes dans la tâche de catégorisation sémantique contenaient en partie des verbes d'action de la main. Pardon.
et l'effet de concrétude qui varie selon les groupes, malgré que est un résultat assez intéressant, malgré qu'il n'y avait pas d'effet principal du groupe. Du coup, voilà, je me suis dépassée, c'est ce que je viens de dire avant. Ok. Du coup, on a bien sûr besoin de plus de participants pour évaluer l'effet principal du groupe. Et il faut bien explorer le changement des temps de réponse en fonction de la session et du groupe pour évaluer la durée et l'effet de chacun de nos entraînements moteurs, ce qui était le but principal de notre étude. Et aussi, je veux bien évoquer l'intérêt d'inclure un groupe contrôle dans les études sur l'entraînement moteur et leur effet sur le langage, puisque on se demande parfois si ce n'est pas des effets peut-être de pré-exposition à des concepts à travers les entraînements moteurs, du coup, au concept à n'importe quel concept d'action de la main qui vient faciliter par la suite le traitement des verbes d'action de la main ou des concepts associés aux actions de la main, et c'est non pas des processus d'interaction entre le système moteur et le système du langage ou la cognition qui explique l'effet de facilitation observé lors de l'entraînement moteur et du traitement du langage. Et il y a aussi intérêt à déterminer le meilleur protocole d'entraînement moteur si on veut bien exploiter cette relation entre système moteur et système du langage. En vrai, selon la population ciblée, par exemple, même si l'exécution d'actions permet d'aider, de faciliter ou améliorer le traitement du langage, on ne peut pas envisager des protocoles d'exécution d'actions avec toutes les populations, surtout pas les populations cliniques. Et le choix de ce meilleur protocole d'entraînement moteur dépend aussi du type de la tâche ciblée et bien sûr aussi de la variable dépendante. Dans le cadre de ma thèse, jusqu'à présent, je me suis surtout concentrée sur les temps de réponse pour opérationnaliser le concept de facilitation d'accès sémantique, mais on peut quand même envisager d'autres variables dépendantes. Et je remercie en premier l'équipe d'organisation des RJC, mes 3 encadrants et mon étudiant Kevin pour tout le temps qu'il a passé dans les box à manipuler, à passer cet expé et le temps qu'il a mis à préparer le protocole expérimental et les expériences.